Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Laetitia Serrano, communicante animalier, pour nous parler des défunts et de l'alliance qu'il peut y avoir avec nos ancêtres, toute cette transmission, toute cette unicité. Il y a la position de l'humain, il y a la position de l'animal, parce que voilà, tu es communicante animalier et c'est aussi ta référence professionnelle. Donc ce lien transgénérationnel avec le défunt, le vivant et l'animal. Déjà, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire par rapport à ça pour commencer? En fait, il faut pas séparer les choses en fait. Il faut vraiment considérer qu'un clan familial, il inclut tout le monde, c'est-à-dire à la fois les humains vivants, les humains décédés et les animaux de compagnie. À partir du moment où ces animaux, ils font vraiment partie du quotidien, ils font partie intégrante du clan et tout fonctionne en fait en miroir. Et c'est ce que j'avais un petit peu déjà abordé dans d'autres vidéos. En fait, l'animal rentre vraiment, je dirais que sa fonction, c'est d'être un constellant familial, en fait. Et il va reprendre vraiment les codes émotionnels au minimum de l'un de nos ancêtres, mais ancêtres défunts. Voilà, c'est-à-dire qu'il va aller reprendre une histoire qui est présente dans notre clan, et il va la ramener finalement dans le présent à travers son comportement, ses pathologies, à travers son histoire, à travers sa qualité d'interaction avec les humains, avec ses congénères par exemple, ou d'autres animaux de la famille. Donc vraiment, c'est le clan, l'animal, il fait partie intégrante du clan. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre déjà comment fonctionne un clan. En fait, pour moi, la meilleure représentation, c'est vraiment l'iceberg, en fait. C'est-à-dire que le clan, qui est visible, ce sont les vivants, dont les animaux, voilà, les humains et leurs animaux de compagnie. Et puis la partie immergée de l'iceberg, c'est vraiment dans le monde de l'invisible, on va dire. Voilà, c'est la partie où nous avons nos ancêtres défunts et où nous pouvons avoir également nos animaux défunts. Même si ils ne sont pas exactement dans le même espace, quand on raisonne en termes de clan, là, on est vraiment dans une énergie commune, dans une entité, en fait. Donc là, on va avoir finalement tout un tas d'informations. On a toute l'histoire qui est présente, on a je dirais, la vérité du clan. Et on a les mensonges qui ont pu être construits, par exemple pour masquer des vérités, parce qu'on avait peur de certaines choses, donc on a construit des scénarios pour aller poser des filtres, poser des voiles, mettre un certain nombre de boîtes de Pandore, par exemple. Il y a pu avoir aussi une déperdition d'informations par manque de transmission. Si tout un pan de la famille, par exemple, est décédé, on a pu perdre aussi quelque part une partie des informations dans le visible, mais finalement, tout est inscrit dans l'invisible. Et il y a vraiment une interaction. En fait, ce que les animaux m'ont fait comprendre, c'est que finalement, nos défunts sont extrêmement vivants et extrêmement actifs. Ils sont vivants de l'autre côté, mais ils continuent finalement à avoir un poids décisionnel et un poids directionnel extrêmement important. Dans le sens où, et ça c'est vraiment tout l'art de la psychogénéalogie et des mémoires transgénérationnelles, c'est vraiment nos ancêtres, dont les défunts, et un certain nombre, voilà, il y a bien plus finalement dans un clan familial, il y a bien plus de défunts que de vivants. C'est pour ça que l'image de l'iceberg, je trouve elle va bien parce qu'effectivement, on sait très bien que dans un iceberg, pour un iceberg, la partie non visible, la partie qui est en immersion, elle est bien plus vaste. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le clan. Donc en fait, c'est assez important de comprendre que qui tient les rênes dans le clan, eh bien, ce sont bien plus finalement nos défunts que nous-mêmes. Et qu'on a finalement tout intérêt à les comprendre, qui ils sont, comment ils fonctionnent, comment ça se passe entre eux. Est-ce que déjà, ils sont tous ensemble ou pas? Tu vois, ça, Daniel, c'est une question intéressante de se dire, est-ce que Mamie Jeannette, elle a bien rejoint Papy Robert? Elle est décédée, par exemple, 5 ans après, mais est-ce qu'ils sont bien ensemble?
On pourrait penser que oui, c'est une évidence. Ben, en fait, non. Moi, les animaux m'ont montré que c'est pas si évident que ça et qu'on a un certain nombre de nos défunts qui, en fait, globalement, ils sont tous dans la lumière. À quelques exceptions, mais qui sont vraiment pour moi des cas extrêmement exceptionnels, mais massivement, les âmes, elles passent bien de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a tout un tas de niveaux vibratoires, de plans de plans vibratoires et donc de plans de conscience. Et il se trouve qu'en fait, tous nos défunts ne sont pas sur les mêmes plans de conscience. Donc, ils ne se retrouvent pas forcément, en fait, directement. Ils ne peuvent pas forcément échanger dans le souvenir de leur dernière incarnation. Ils ne peuvent pas forcément se pardonner, ils ne peuvent pas forcément communiquer déjà avant de se pardonner, par exemple, s'il y a des choses à pardonner. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que un défunt, il peut avoir besoin d'un descendant vivant pour venir l'aider à débloquer sa situation. Dans certains cas, il va pouvoir agir directement via, par exemple, un médium qui est médium spirit, qui pratique le contact défunt. Parfois, le défunt va faire alliance avec un animal de compagnie, et pour moi, c'est tout le temps le cas quelque part pour les personnes qui ont des animaux de compagnie. Il y a toujours une alliance, en tout cas de ce que moi j'ai pu constater, entre l'âme de notre animal et l'un de nos défunts. Et en fait, tout ça, ça se met au service de la compréhension du clan, de qu'est-ce qu'il y a exactement comme histoire, qu'est-ce qu'il y a comme blessure, où est-ce qu'il faut agir, où est-ce qu'il faut remettre de la lumière, où est-ce qu'il faut remettre de l'amour, de la fluidité, où est-ce qu'il y a des choses à lâcher, où est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'il y a à rendre aussi et à qui. Parce qu'on dit, par exemple, souvent en transgénérationnel qu'à un moment donné, il faut rendre aux ancêtres ce qu'ils nous ont légué. Oui, mais encore faut-il savoir qui nous a transmis quoi et donc à qui quoi et à qui rendre. Et finalement, en fait, tu vois, c'est vraiment un système, c'est une entité à part entière avec nos animaux de compagnie qui font vraiment partie intégrante de ce système. Et on arrive à vraiment, quand on s'accorde cette vision-là, on peut amener vraiment des allègements, des libérations, des guérisons parfois spectaculaires, en fait. Vraiment. Donc, on va vraiment rester au niveau du lien, déjà pour commencer, on va peut-être évoluer progressivement, mais du lien animal avec l'humain, donc dans ici et maintenant, dans le présent, dans cette recherche peut-être de compréhension. Qu'en est-il quand l'animal de compagnie, qui était ce lien entre l'aïeul défunt et le ici présent, décède? C'est en plus des liens fusionnels avec l'humain vivant. Et ce lien qui est pourtant très, très violent dans sa séparation, qu'en est-il? Est-ce que l'animal, en tant que transmetteur pour un peu l'information, a finalement réussi à transmettre l'information? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il va revenir sous une autre forme? Très souvent, on le voit, c'est l'une des questions principales quand on perd un animal de compagnie, et que l'on est dans cette ouverture aussi d'autres parallèles, c'est est-ce qu'il va revenir dans ma vie? Parce qu'on voit très bien que les espérances de vie animales sont beaucoup plus courtes que l'espérance de vie humaine. Oui. Donc, la question derrière tout ça, c'est vraiment, si dans la mesure où l'animal est un lien, un réactivateur pour pouvoir permettre une identification de ce que l'on porte dans le ici et maintenant, si ce n'est pas complètement identifié par l'humain dans son présent, est-ce qu'il va y avoir une autre réincarnation de la même énergie du clan, donc du même ancêtre qui souhaite de nouveau interagir? Alors ça fait très nébuleux comme question. J'espère que tu arrives à Oui, dénouer j'ai un petit compris. peu tout mon J'ai questionnement, compris. parce que c'est un peu ça. C'est toujours, Ouais. on est dans l'humain présent, c'est la souffrance de la perte d'un animal, voilà, vraiment d'un lien. Puis on voit très bien que le lien fusionnel avec un animal est très souvent supérieur avec un lien fusionnel avec
un compagnon de vie, un parent un peu éloigné. Voilà, c'est des liens très intimes, parce qu'on est sur Oui, ça aussi. oui, Et, oui, bien sûr. voilà, est-ce que c'est Alors, clair déjà? oui, déjà, c'est très clair. Moi, j'ai bien compris ta question. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Moi, je suis pas trop pour fantasmer que ce soit systématiquement toujours la même âme animale qui revienne dans notre vie. L'univers, en fait, il va aller chercher une vibration. C'est-à-dire que si effectivement, prenons un cas d'un descendant vivant qui a dans son bagage transgénérationnel, il a hérité de la mémoire, par exemple, d'une histoire vécue par son grand-père paternel. Et cette histoire a engendré chez cet homme, le grand-père paternel, une construction émotionnelle, peut-être des blessures, peut-être que ça a mis en place des croyances très fortes, mais des croyances peut-être aussi très limitantes, souffrantes, etc. Donc cet héritage-là, il peut du coup impacter négativement son petit-fils ou sa petite-fille. On va prendre le cas où c'est une transmission d'homme à homme, on va prendre le cas d'un petit-fils. Ben, il est possible que ce jeune homme, il ait voilà, un chien de sexe mâle qui effectivement soit en alliance avec ce grand-père paternel décédé depuis peut-être 30 ans. Si le message n'est pas reçu en fait par le jeune homme et que son chien décède, l'univers va retenter. Donc il va aller chercher en fait une vibration qui permet de recréer l'alliance avec cette histoire qui appartient à ce grand-père. Mais c'est pas forcément du coup la même âme. Ça peut arriver dans certains cas effectivement que l'univers renvoie la même âme animale à nouveau dans la vie de cette personne à travers un animal de la même espèce ou d'une nouvelle espèce, puisque les âmes, elles ne sont pas. Il y a des âmes qui peuvent être très marquées par certaines espèces animales. Et d'autres, on sent qu'elles vont vraiment naviguer en chien, chat, cheval, peut-être lapin, peut-être fouine, en animaux sauvages aussi. Donc ça peut se produire comme ça, tu vois. Ça, c'est une possibilité, effectivement, que l'univers propose finalement à la même âme de revenir pour en remettre une couche, grosso modo. Ce qui n'a pas été compris la première fois peut l'être peut-être à la deuxième. Mais l'univers peut aussi simplement, par la loi d'attraction, aller chercher une vibration animale, c'est-à-dire une âme animale qui a le potentiel de faire alliance avec cet ancêtre-là et d'exprimer dans son comportement, dans son histoire et éventuellement dans son corps physique, dans une pathologie qu'il va exprimer, dans un accident malheureusement auquel il va être confronté, qui va pouvoir à nouveau peut-être faire réagir ce jeune homme et que ce jeune homme finalement par un communicateur animalier, ou lui-même, qu'il fasse des liens, qui se disent peut-être c'est étonnant parce que c'est mon nouveau chien et en fait bizarrement il a les mêmes réactions que le précédent, par exemple, tu vois. Donc la première idée c'est de dire ah ben c'est peut-être la même âme, mais ça c'est quand même aussi un fantasme. Ça, c'est la problématique de l'humain à être dans une dépendance affective très forte et à vouloir que systématiquement ce soit la même âme. Parfois, c'est le cas, parfois, ça n'est pas le cas. Et en fait, il faut juste accueillir le cadeau que nous fait l'univers de nous confier une nouvelle âme. Mais il va y avoir, si tu veux, à nouveau la réactivation des mêmes messages, des mêmes signaux, pour que cette fois-ci, la personne puisse comprendre. Imagine quelqu'un qui c'est peut-être le troisième chien que la personne a dans sa vie, et systématiquement, l'animal, à un âge jeune, développe une pathologie cardiaque, alors qu'a priori, c'est pas du tout la tendance de cette race-là, si c'est un animal de race. L'idée, c'est que la personne, à un moment donné, elle se questionne, qu'elle se dise, mais comment se fait-il que j'attire à moi systématiquement un chien, quelle que soit la race, qui, par exemple, dans les 3 premières années de sa vie, va développer une pathologie cardiaque. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et en même temps, je suis en train de me dire que mon grand-père paternel, il est mort d'une crise cardiaque, que mon papa a aussi un problème cardiaque et qu'il est suivi d'ailleurs par un cardiologue.
Tu vois, peut-être qu'à la deuxième fois, la personne, en fait, on parle, tu sais, beaucoup en transgénérationnel de phénomènes de répétition, et c'est souvent d'ailleurs les répétitions qui vont faire quand on franchit le seuil d'un cabinet d'un psychogénéalogiste, quand on dessine l'arbre. C'est souvent le phénomène de répétition qui va faire que, une fois que c'est posé sur le papier, ça va nous sauter aux yeux. Alors que ça fait peut-être des années qu'on le vit, et qu'on l'avait jamais vu finalement. Mais là, le fait que ce soit mis sur un papier, on va voir des phénomènes de répétition. Ben, dans le cas, tu vois, d'une collaboration et d'une alliance entre une âme animale et une âme humaine d'un défunt, c'est peut-être parce qu'il va y avoir aussi un phénomène répétitif qui va faire que la personne, au bout d'un moment, elle va quand même se dire, ou c'est par la remarque d'un vétérinaire qui va lui dire, ben quand même, vous avez vraiment pas de chance, quoi. C'est votre troisième chien, et puis à nouveau, on tombe sur la même pathologie. Il va peut-être, tu vois, y avoir un message aussi par une tierce personne qui va faire que cette fois-ci, la personne, elle va se questionner et puis elle va, du coup, à partir du moment où elle se questionne, quelque part, elle est peut-être, elle est en tout cas au démarrage de l'ouverture de conscience, elle est peut-être prête à aller lâcher quelque chose, à aller travailler quelque chose, à aller libérer quelque chose. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Oui, 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 oui. Déjà, tu as compris ma question. Déjà, bravo. Hein, parce que même moi, j'étais dans la nébuleuse totale. Ça va au fur et à mesure. Et qu'en Oui, est-il lorsque on va rester sur le lien humain immédiat, descendant immédiat, qui a un animal. On va mettre en place le décès de l'animal. L'humain, ayant été tellement investi émotionnellement, ne va pas être dans la démarche de réavoir, d'être dans la démarche d'avoir un autre animal, quel qu'il soit, hein, bien sûr. Parce que la mm, souffrance, comme tu disais tout à l'heure, la dépendance affective que l'on dépose hein, sur l'animal de compagnie en général est tellement forte que très souvent, il y a cette barrière entre le décès de l'un et la démarche de reprendre un autre. oui, Dans la mesure, on va rester vraiment dans cette échelle-là, dans la mesure où l'humain, le descendant, n'a peut-être pas compris la, la raison, le lien qu'il peut y avoir entre ses ascendants et lui par le biais de cet animal. Et s'il est dans le rejet de prendre un autre animal de compagnie, est-ce que les ascendants essaient de mettre en place autre chose, une autre oui, manière oui, de faire, oui, de oui, faire prendre oui, conscience oui. ou est-ce que momentanément, parce que c'est aussi ça, on peut se poser la question, c'est qu'à un moment donné, ils en ont peut-être assez, soyons honnêtes. À force de répéter les choses, on peut dire, bon, ben celui-là, il n'a pas compris, on passe au suivant. Ça peut arriver qu'effectivement, entre guillemets, il y a un échec de tentative. Tu vois dans le clan des défunts, dans le clan, pardon, et dans la partie des défunts, il y ait comme ça des messages qui soient envoyés régulièrement et que vraiment le descendant, par la porte ou par la fenêtre, il n'entend pas, il ne conscientise pas. Euh, Ils peuvent changer effectivement de fusil d'épaule, voire parfois on va parce que la loi du libre arbitre, c'est vraiment une loi universelle. Donc on ne peut pas en fait, même pour le bien entre guillemets du clan, parce que le clan, il sera bien le jour où il y aura un nettoyage total, si tant est qu'il puisse y avoir un nettoyage total de ces mémoires transgénérationnelles. Mais le clan, il a besoin de cette respiration-là, il a besoin de cette tendance-là. Et c'est compliqué pour lui d'y arriver, donc il va tenter différentes choses. Et il est capable, à un moment donné, de comprendre que parmi les descendants de ce clan, quelqu'un qui avait dans son bagage transgénérationnel justement cette mémoire-là, et qui avait l'opportunité, peut-être par conscientisation, en étant accompagné par un psychologue, un psychogénéalogiste, voilà, tout un tas de thérapeutes aussi alternatifs, et que cette personne, décidément, elle ne veut pas aller vers ça. C'est son libre arbitre. À ce moment-là, le clan va s'appuyer certainement sur un autre descendant. Il va peut-être tenter une énième fois. Alors, par contre, tu vois, ce qui est intéressant dans ta question, dans l'exemple que tu donnes, c'est que déjà, il y a une forte probabilité pour que la personne qui, au bout de plusieurs essais, par exemple, via un animal, ne fait toujours pas le lien avec l'un de ses ancêtres et avec l'histoire, une histoire dont il a hérité et surtout
c'est pas l'histoire dont on hérite, c'est la construction émotionnelle. Ben, s'il fait toujours pas le lien, pour moi, c'est quelqu'un au dernier animal qui avait pour charge d'être comme un indice, tu vois, comme une pièce de puzzle. La personne, je pense, qu'elle va avoir une immense difficulté à faire le deuil précisément de cet animal et que ça peut durer très longtemps. Donc, quand tu disais, bah, la personne, elle peut effectivement ne pas du tout être en chemin pour avoir envie de reprendre un animal. Mais ça cache derrière qu'elle va surtout avoir une immense difficulté à faire le deuil de cet animal. Elle va peut-être même, par exemple, ça arrive, hein, faire une dépression. Et c'est peut-être, tu vois, dans ce mal-être que finalement une nouvelle clé, une nouvelle tentative va apparaître de la part du clan. C'est-à-dire que la personne, quelque part, par effondrement physique aussi, ben, qu'elle soit obligée de lâcher prise. Et si elle lâche prise, ben, peut-être qu'il y a des informations du monde subtil qui peuvent lui apparaître. Tant que le mental, en fait, il est dans l'hyper-contrôle, ça peut ne pas laisser la place à ça, mais à un moment donné, le craquage, il est peut-être aussi fait pour ça, entre guillemets. Tout ce qui est, regarde, Daniel, le nombre de personnes, je ne sais pas si dans ton entourage tu en as beaucoup. Moi, il se trouve que dans ma patientèle, j'ai beaucoup de personnes qui sont en burn-out et qui ont fait des burn-out. Et en fait, c'est très rare que des personnes qui aient fait des burn-out, en tout cas moi, dans les cas que les personnes que j'ai eu à accompagner, qu'elles repartent dans le même métier. En général, s'il y a un effondrement, c'est-à-dire que le corps lâche totalement, le psychisme lâche, et ça fait que finalement, le mental, il a plus vraiment de prise. Notre âme, elle devient un peu comme une savonnette, et puis le mental, il a du mal à s'agripper et avoir de l'emprise. Et c'est quelque part, tout d'un coup, c'est plus lui qui décide. Alors c'est un mécanisme très grave, hein. Il y a des gens qui frôlent la mort, hein, par ce mécanisme de burn-out. Et en même temps, si on a envie de voir la lumière en toute chose, il y a beaucoup de gens, c'est peut-être la meilleure chose qui leur soit arrivée dans la mesure où le mental s'effondrant complètement parce que le corps aussi s'effondre, ça laisse place peut-être un peu plus à l'âme qui tout d'un coup va faire des choix différents, de réorientation, etc. Et ce mécanisme-là, là je donne l'exemple du burn-out, il existe aussi dans la difficulté à faire un deuil. Il y a des deuils qui vont nous emmener mais vraiment dans les tréfonds on peut pas tomber plus bas quelque part. Mais une fois qu'on est tombé au plus bas possible, on ne peut que remonter. Et c'est peut-être, tu vois, dans cette expérience tout d'un coup de remonter qu'on va comprendre les choses. Mais ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Moi, je connais des personnes qui, au bout de 20 ans, quand elles évoquent l'un de leurs animaux qu'elles ont eu qui les a marqués, elles fondent toujours en larmes au bout de 20 ans. C'est ce que tu disais, Daniel. C'est pas parce que c'est un animal que la relation, elle est moins forte que d'humain à humain. Il y a des liens qui peuvent être au contraire plus forts parce que finalement, avec l'animal, c'est la vibration de l'amour inconditionnel en permanence. Et justement, ces liens inconditionnels, cet amour illimité, on peut le voir notamment dans les commentaires, souvent sous les vidéos que l'on a soit pu faire ensemble, soit qui ont été faites avec David Sabat sur le deuil animal, où on sent vraiment, et déjà merci à tout le monde de poser un commentaire dans votre honnêteté, votre sensibilité propre, hein, merci infiniment. On sent vraiment toute cette souffrance que chacun peut ressentir à la perte d'un compagnon de vie, quelle que soit la durée en plus qui aura été celle partagée. Et là aussi, cette durée partagée, est-ce que c'est une incidence de cet informatif ascendant-descendant? Par exemple, je ne sais pas, si j'ai un chien et que malheureusement, il ne vit que 8 mois auprès de moi, est-ce que ça veut dire que l'informatif est là, et c'est aussi à moi de le saisir pendant ce laps de temps, ou est-ce que quelque chose peut-être peut poser une résistance? Tu parlais de maladies un peu chroniques, etc. Mais on sait aujourd'hui, et toi en tant que communicante animalier, tu l'as déjà abordé dans des vidéos précédentes, que nos comportements favorisent des symptômes pour nos compagnons. Donc il y a ça, c'est-à-dire que par exemple,
ce chien a peut-être une espérance de vie de 8 mois, mais le fait que je ne comprenne pas le message qu'il est supposé me transmettre, ou la compréhension que je suis supposée avoir, est-ce que ça peut malheureusement favoriser ce laps de temps à l'involutif, ou si je m'ouvre et que je comprends, Ouais, est-ce que ça peut donner ouais. plus d'amplitude? C'est rarissime. Ça peut arriver effectivement que parce que l'humain n'entend pas, que l'univers propose que l'expérience s'arrête du côté de l'animal. C'est-à-dire que l'âme animale n'aille pas au bout de l'expérience. Mais c'est très très rare. En tout cas, c'est très rare. Par exemple, tu vois, chez les chiens. Par contre, pour les chats, quand ils voient effectivement que ça ne bouge pas du tout et qu'il y a une réitération, mais que ça bouge toujours pas, etc., bah, le chat, il va faire ses valises. Donc, l'animal, il va pas forcément éteindre sa vie, mais il peut déménager, il peut disparaître. Et c'est là que tu peux découvrir qu'un chat qui a partagé ta vie pendant 10 ans et qui a disparu du jour au lendemain, que tu as cherché partout pendant des mois, des mois, des mois, et ben tu vas le retrouver 4 ans après et tu vas apprendre que ça fait 4 ans qu'il vit 2 pâtés de maison plus loin. Et que les personnes, elles ne te l'ont pas volé. C'est que elle, l'univers a fait en sorte qu'elle ne voit jamais tes annonces. Par exemple, qu'elle n'aille pas chez le même vétérinaire où là aussi tu as pu déposer une annonce, par exemple. Voilà, tu vas avoir que le transpondeur, par exemple, ne soit plus lisible, tu vois, qu'il y ait eu une démagnétisation, que le tatouage soit devenu illisible et que tout, tu vois, tout se mette en place pour que l'animal, on ne puisse de toute façon pas le retrouver. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parti à 1000 kilomètres de chez toi. Il peut être finalement juste à côté de chez toi. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que tout animal qui disparaît, que ce soit parce que sa vie s'arrête ou que ce soit une disparition, on ne sait pas ce qu'il est devenu de l'animal, bah, là encore, il te fait travailler quelque chose. Il te confronte au deuil, à la perte. Et souvent, quand un humain a du mal à faire le lien avec des choses qui sont présentes dans son clan, il y a souvent des problématiques de deuil non fait. Des deuils non faits de parents, des deuils non faits de bébés. Tu vois, donc finalement, encore une fois, même ça se met au service. En fait, tout va dans le sens de l'évolution. Tu parles de deuil non fait, mais ça peut être aussi un deuil non fait de l'animal précédent, ou pas? Mais, et oui, mais qu'est-ce qu'un deuil non fait d'un animal? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ouais, C'est le deuil non fait d'un humain de notre clan. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un humain a une difficulté à faire le deuil? Déjà, souvent, un humain qui a du mal à faire le deuil d'une personne ou d'un animal, c'est quelqu'un qui intrinsèquement a une difficulté à faire le deuil. Donc, faire le deuil, par exemple, tu quittes, ta relation amoureuse capote, tu dois en faire le deuil. Tu perds ton travail, tu dois faire le deuil. Tu veux absolument acheter une maison, tu te projettes à fond dedans et finalement ton offre n'est pas acceptée, c'est quelqu'un d'autre qui. Tu dois faire le deuil. Donc on peut faire le deuil finalement de toute chose. Et il y a des personnes qui intrinsèquement ont cette difficulté à faire le deuil. Derrière, on va trouver des histoires où il y a eu des séparations et de l'abandon. On est sûr de trouver ça. Donc la personne, l'âme, elle est déjà programmée pour avoir cette difficulté à faire le deuil. Mais donc il faut pas se leurrer à travers une difficulté. Moi, à chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un qui avait une immense difficulté à faire le deuil d'un animal décédé récemment ou parfois, comme je te disais, depuis 20 ans, ce qui se cache derrière, c'est que dans ce clan, il y a une immense problématique et une multitude de deuils non faits d'humains. Et ça peut tu vois, ça peut se visiter sous différents angles. Ça peut être, tu vas trouver à la fois dans le clan, par exemple, des enfants qui se sont retrouvés orphelins très jeunes de leurs parents, et puis tu vas trouver des mamans et des pères qui ont été endeuillés par la perte d'un enfant petit. Ça peut être par un frère ou une sœur jumelle, ou un frère ou une sœur tout court, mais tu vas de toute façon retrouver ça. Donc, tu vois, rien que la difficulté à faire un deuil, la première question à se poser, c'est, OK, dans mon clan, quels sont les deuils qui n'ont pas été faits? Et là, je parle de deuil d'humain. Après, bien évidemment, tu as le cas aussi où là, il y a des gros deuils à faire. Par exemple, dans tous les clans où tu as eu du déracinement.
où tu as eu, tu vois, par exemple des réfugiés politiques, où tu as eu de l'exil, voilà, quasi forcé, quoi, de l'exode, etc. Donc là, c'est le deuil carrément de tout un pays. Mais finalement, on retrouve, c'est pour ça que c'est vraiment, on peut, pour moi, ça n'a pas de sens de détacher les animaux du clan familial. Ils font partie intégrante parce que tout, finalement, tout est relié et nos animaux sont vraiment reliés à nos défunts. Mais vraiment, pas à tous. Une âme animale, elle est vraiment reliée à un défunt en particulier. Et l'alliance, elle est forte. Et si nous, on est prêt enfin à faire alliance avec eux deux, ben alors là, ça provoque des effets magiques parce qu'en fait, ça va donner une puissance. Tu vois, c'est presque comme tout d'un coup une armée de lumière. C'est que là, il n'y a plus qu'un seul guerrier ou il y en a plus que deux, il y en a trois. Et il y en a trois entre lesquels, en plus, il peut y avoir beaucoup d'amour inconditionnel finalement qui circule et donc ça fait vraiment une énergie qui peut aller tu sais un arbre généalogique c'est quoi? C'est de la plomberie, c'est des tuyaux en fait. Et c'est des tuyaux bouchés les trois quarts du temps. Et quand c'est bouché, ben, ça sent mauvais. C'est exactement comme un évier qui est bouché. Et en fait, il faut juste arriver à défaire ces bouchons pour que l'énergie, elle recircule, une énergie d'amour, que la vérité aussi, c'est une énergie qui doit circuler dans le clan, que la vraie identité des personnes puisse circuler, la place, tout un tas de choses, mais c'est souvent c'est une question d'amour, tu vois. Donc en fait, bah, quand tu as trois guerriers, c'est trois Super Mario plombiers qui vont pouvoir agir plus efficacement qu'un seul plombier. En fait, c'est vraiment ça, d'où l'intérêt. Ce qu'il faut comprendre vraiment pour moi, en tout cas, de ce que les animaux m'ont enseigné et que je trouve être un enseignement majuscule, en tout cas moi je suis dans une gratitude absolue qu'il m'ait enseigné ça, c'est vraiment ce regard extrêmement bienveillant que l'on doit avoir vis-à-vis de nos défunts, quoi qu'ils aient fait de leur vivant. C'est vraiment cette capacité à aller s'intéresser à leur véritable histoire, en sortant, dans la mesure du possible, de toute forme de jugement. Et ça, c'est la force, tu vois, dans cette fameuse alliance, c'est l'animal qui amène cette compétence-là. Il y en a, après, voilà, pour les autres, il y en a qui sont plus ou moins guerriers, il y en a qui vont avoir le courage, d'autres ils vont avoir le côté raisonnable, le côté philosophe, le côté sage. Et l'animal, lui, sa tonalité, c'est toujours l'amour inconditionnel. Donc ça veut dire un amour qui est donné sans aucune attente. Donc il n'y a pas pour le coup là, de dépendance affective. Et puis sans aucun jugement. Et en fait, quand par notre animal, on peut récupérer finalement cette ressource et la faire vibrer en nous, on peut faire un travail mais remarquable sur notre clan, aller libérer dans la limite de ce que on peut faire, de ce qui est vraiment de notre charge, de notre responsabilité, et dans la limite de ce que nos défunts aussi acceptent. On a des défunts, c'est pour ça que je te disais, le clan, il est passionnant, c'est un peu la guerre des étoiles. Je peux parler de guerre des étoiles, c'est dans le sens où euh, nos défunts ne sont pas tous sur les mêmes fréquences vibratoires. Ils sont dans la lumière, certes, mais il y a plusieurs plans vibratoires. Il y a des défunts qui, durant leur vie ou juste après leur décès, ont comme une sorte de révélation ou ont cheminé quelque part. Donc ils sortent finalement des drames, ils sortent de la souffrance, ils peuvent sortir des contrariétés, des rancœurs, de la colère, voilà, de toute la sphère émotionnelle qui est liée à leur dernière incarnation. Et d'autres, non seulement ils n'ont pas cheminé de leur vivant, mais malgré l'aide des guides, ils n'arrivent pas à cheminer là-haut. Et on va pas les obliger. Les guides, ils vont pas t'attraper par l'oreille et te dire, dites donc, il est temps que tu te remettes en question. Pas du tout, en fait. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tu peux avoir des défunts qui sont partis dans le monde de l'invisible depuis 50 ans et qui en sont toujours à ruminer leur vie, par exemple, à être dans une forme de victimisation, à dire bah oui, j'ai pas été un bon père, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que moi j'ai jamais eu de père, et puis en plus ma mère elle m'aimait pas, et puis c'était ma grand-mère de façon qui m'élevait parce que ma mère elle s'en moquait de moi, donc moi ensuite bah on vient me reprocher que j'ai pas été un bon père, mais c'est pas de ma faute. Tu peux avoir une âme qui reste dans l'équivalent d'un temps incarné,
même si là-haut, il n'y a pas vraiment de notion de temps, mais tu peux avoir, tu vois, une âme qui tourne en boucle, en fait, dans ses contrariétés, dans un côté victime et déresponsabilisation. Déjà, tu peux avoir ça. Donc, tu vois, les deux âmes, là, dans l'exemple que je te donne, elles sont toutes les deux dans la lumière, mais elles ne sont pas du tout sur le même plan vibratoire. Donc, elles ne se croisent même pas. Même si elles font partie du même clan, elles ne se croisent pas forcément. Il peut y avoir des très grosses différences vibratoires entre les âmes de nos défunts. Et s'il y a un écart, tu comprends, c'est comme si on nous demandait de monter 10 marches d'un coup d'un escalier. Ben, on peut peut-être en monter deux par deux en étant un peu gymnaste, mais pas au-delà. Et donc, ça fait que ces âmes, elles ne se voient pas. Donc, leur intérêt n'est pas forcément le même. La première âme qui a évolué, qui est sortie, tu vois, du drame émotionnel, ben, elle peut avoir envie finalement d'aider vraiment ses descendants. Et elle le peut parce que elle-même, elle a pris complètement sa part de responsabilité dans ce clan familial, dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle a pu dire. Voilà. Et l'autre n'est pas du tout peut-être dans cet état d'esprit. L'autre, finalement, est peut-être à dire, ah bah oui, ok, alors là, vous me montrez mes petits-enfants, là, ce qu'ils sont en train de vivre. Ah bah tiens, je vois que tous mes petits-enfants ont divorcé, ils avaient moins de 30 ans. Ah bah moi aussi, c'est vrai que j'ai quitté leur grand-mère, elle avait 30 ans à peine. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que moi-même, je viens j'ai vu mes parents se séparer ou j'ai vu mon père tromper ma mère quand j'étais enfant, donc c'est pas de ma faute. Bah, cette âme-là, vibratoirement, elle est moins haut. Elle est forcément moins haut sur un plan de conscience moins élevé que la première âme. Donc, le truc, c'est combien dans un clan, dans la partie des défunts, combien d'âmes élevées tu as et combien d'âmes as-tu parmi tes défunts qui sont encore totalement dans l'imprégnation de leur précédente vie et qui n'ont pas forcément fait le cheminement et qui sont, tu vois, qui n'acceptent pas de prendre leur part de responsabilité. Ben, ça va déterminer le poids du transgénérationnel finalement des descendants. Plus tu as des défunts euh, qui n'ont toujours pas accepté leur part de responsabilité, plus ça va. C'est pour ça que je parlais de guerre des étoiles. Plus ça va tirer un peu le clan vers le bas. Et puis là, je parle même pas des secrets de famille, mais tu peux très bien avoir parmi tes défunts des personnes qui détiennent un secret de famille, qui l'ont même finalement généré. Et parmi ces défunts, tu peux en avoir qui disent, bon, maintenant, ça suffit, nous, on a pris notre part de responsabilité, donc on a envie que nos descendants sachent qu'ils aient accès à la vérité, que ça puisse se vidanger et que le tuyau, il puisse enfin, voilà, être débouché et qu'on puisse remettre de la lumière, remettre de l'amour, remettre de la paix, du respect, etc., de la valeur. Et puis, tu as l'autre défunt tient aussi l'autre bout de la ficelle du secret, mais si lui, par exemple, il se dit, oh, mais en fait, on va découvrir que je suis un salaud. On va découvrir qu'en fait, j'ai menti. On va découvrir que j'ai triché. Ben, cette âme, malgré l'appui des guides, ça n'est pas parce qu'elle est dans la lumière qu'elle va se dire, bon, allez, je vais me mettre du côté lumineux de la force et je vais dire, OK. Non, elle peut peser dans la balance pour que le secret soit, moi j'ai eu un exemple très fort dans mon entourage, hein, où vraiment il y avait un défunt qui voulait à tout prix qu'un secret soit révélé, et un autre défunt lui disait, ah non, 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 faut surtout pas que ce soit révélé, et finalement c'est lui qui a gagné, parce que dans ce clan, en lien avec cette mémoire, eh ben, les défunts n'en étaient pas encore au stade de conscience, de pouvoir finalement prendre leur part de responsabilité et de venir en appui de leurs descendants vivants. Donc tu vois, il y a cette notion un peu de rapport de force. Moi, je ne crois pas, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour les défunts, mais moi, je ne crois pas que tous nos défunts soient vraiment, entre guillemets, même s'ils sont dans la lumière, sont-ils réellement en conscience au service de la lumière? Ben, pour moi, pas tous. Certains le sont, et là, ça va donner, ben justement, hein, c'est souvent eux qui basculent et qui deviennent des guides familiaux pour nous, et ça devient absolument extraordinaire. Et il y en a qui n'en sont pas du tout à ce stade. Et ce qui peut complètement changer la donne dans ce rapport de force, c'est les descendants vivants.
Si les descendants vivants, ils sont capables d'aller regarder tous les défunts, même les affreux Jojo, entre guillemets, avec de l'amour en sortant tu vois, d'une forme de jugement, ça peut changer beaucoup de choses. Mais il faut respecter le fait que certains de nos défunts involutifs, entre guillemets, ne soient pas prêts et on n'a pas le droit de les forcer. Et il faut même pas trop chercher d'ailleurs à les connecter parce que ça peut vraiment être plombant pour nous. Vraiment. On le sent en fait. Je pense qu'avec l'habitude, on sent quand un défunt, ça y est, il est prêt. Moi, dans mon arbre, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, notamment avec Hélène, qui est pour moi une psychogénéalogiste incroyable. J'ai vraiment senti des moments où des défunts qui étaient plutôt involutifs, ça y est. Parce que moi, j'étais en marche, ça les motivait, ça leur donnait l'énergie nécessaire pour faire un saut comme un saut quantique, changer de plan vibratoire et que tout d'un coup, ils aient cette force, ce courage de dire, OK, je prends ma part, je me rends compte, oui, OK, mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans, du coup, moi aussi, je me suis pas mis en capacité d'avoir un couple stable et je me rends compte que dans mon clan, bah, tous mes petits-enfants sont divorcés, qu'il n'y a pas un seul couple qui tient la route, ben en fait, là, je suis en train de prendre ma part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que je vais m'auto-flageller, mais par contre, je comprends que j'avais d'autres choix et que mon libre arbitre m'a fait sélectionner ce choix-là. Et finalement, je l'assume et je me mets en paix avec ça. Ben là, quand l'âme, elle en est à ce stade, elle fait un bond vibratoire. Elle décolle et tout d'un coup, elle va pouvoir vivre d'autres choses. Elle va pouvoir travailler, elle va pouvoir libérer, elle aussi, dans le monde de l'invisible. Et ça va alléger considérablement le sac à dos de chacun des descendants qui est en lien avec cette mémoire. C'est pour ça que cette notion d'alliance, tu vois, elle est importante. Et pour moi, la démarche, elle est toujours que les vivants soient dans la bienveillance au maximum du possible vis-à-vis des défunts. Il faut pas, on se trompe pour moi. Et moi, la première, bien sûr, je me suis trompée. À chaque fois que j'ai perdu mes 2 parents, à chaque fois que j'en ai perdu un, le premier réflexe, c'est de vouloir à tout prix que ce défunt, il soit là pour nous. Tu vois, on reprend la dépendance affective que l'on a, cette difficulté naturelle et humaine à faire les deuils, c'est qu'en fait, tout de suite, on a une pensée, on est là, oh là là, mais tu vas me manquer, et est-ce que si je vais pas bien dans ma vie, est-ce que tu seras là, est-ce que je sentirai ta présence, etc. Alors qu'en fait, moi, ce que les animaux m'ont finalement enseigné, et ce que j'ai pu vérifier ensuite, c'est que le premier geste à avoir, mais ça nécessite effectivement de dépasser certaines émotions et certaines peurs, c'est en fait de nous tourner vers nous et déjà de leur demander comment ils vont. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut les aider? Et là, vraiment, il saute de vibration. Tu sais, c'est un petit peu comme la marelle, quoi. Mais ils partent de la terre, ils arrivent directement au ciel, ils sautent plusieurs cases d'un coup. C'est assez impressionnant. Et j'avoue que d'avoir travaillé aussi sur mes défunts avec Sonia André, que tu avais interviewé, ça a changé ma vie. Vraiment. C'est une grande médium. Moi, que ce soit Sonia André ou Michel Nervis, c'est vraiment les 2 médiums spirites en lesquels j'ai vraiment mis ma confiance alors que j'avais des appréhensions et ils ont changé ma vie parce que justement, ils m'ont permis de vérifier que ce que je ressentais, c'était ça, c'est que nos défunts, ils peuvent changer de plan de conscience. À partir du moment où nous, on sort du jugement, où on les aime et on est prêt à les aider, euh, n'importe quelle âme, à partir du moment où elle est bien de nature humaine, elle peut vraiment faire le chemin. Mais il faut leur laisser, il y a des âmes, voilà, elles sont toujours dans une forme de déni et nous, on ne doit pas les obliger. On n'a pas ce pouvoir-là. Il faut pas avoir cette prétention. Et l'âme animale, elle amène toujours, toujours, toujours son arme d'amour. C'est la plus puissante. Et justement, par rapport à l'âme animale, est-ce que on peut observer, comme nous, on parle d'arbres claniques, d'arbres généalogiques, comme tu l'as très bien décrit, je ne vais pas forcément revenir dessus, est-ce que eux, dans leur fonctionnement, dans leur clan animal, hein, on va vraiment dissocier les deux, parce que là, finalement, on est plus facilement dans l'anthropisme avec peut-être l'accompagnement de l'animal pour l'humain et ce côté un petit peu humain. Et est-ce que eux,
dans leurs propres incarnations familiales. On va prendre par exemple des animaux qui vont vivre dits sauvages, hein, même s'il y en a plus Oui. beaucoup. Est-ce que leur structure d'arbre généalogique est également fait de la même manière, ou alors est-ce que ma question elle est encore dans l'entropie, encore dans la perspective de l'arbre, on va dire, de construction? C'est différent, mais pour autant, il y a bien une histoire de lignée. Il y a bien un pouvoir de lignée chez les animaux sauvages, comme il y a des pouvoirs de lignée chez les animaux domestiques. Il y a bien une histoire de lignée. Mais la particularité des âmes animales qui évoluent très souvent dans leur incarnation dans le monde vraiment sauvage, c'est qu'en fait, elles existent forcément quand elles sont en vie dans la matière, elles correspondent à des êtres individualisés. Mais au niveau de leur énergie, elles sont reliées vraiment à une conscience globale qui est vraiment en lien avec leur race, avec leur espèce, avec, tu vois, en fonction, voilà, des phylums qu'on va utiliser ou de la taxonomie, on peut remonter assez haut. Mais en fait, on est plutôt sur une conscience collective, en fait, encore plus vite que chez l'humain. La vie en tant qu'individu individualisé, elle a du sens pour assurer la reproduction de l'espèce. Mais il n'y a pas d'autre but quelque part que de ça. Donc du coup, on est directement dans une histoire d'espèce. Comment l'espèce, elle arrive à s'en sortir? Comment elle a réussi à faire qu'elle est encore là? Regarde le nombre d'espèces animales qui se sont éteintes malheureusement parce que des changements climatiques, parce que des cataclysmes, parce que pas tellement adaptées ou plus tellement adaptées. Et je ne parle pas de la prédation humaine, bien évidemment. Mais il y a un certain nombre d'espèces qui se sont éteintes parce que elles avaient certainement, au niveau de l'espèce, expérimenté ce qu'il y avait expérimenté, tout simplement. Et là, c'est vraiment une base de données collective, en fait. L'individu, chez les animaux sauvages, et c'est flagrant, par exemple, regarde les insectes. Tu prends les fourmis, tu prends les abeilles, enfin ceux qui vivent vraiment, vraiment, vraiment en groupe, on est sur des consciences collectives. C'est-à-dire que tu connectes la ruche entière ou que tu connectes une abeille de la ruche, tout va te renvoyer vers le fonctionnement de la ruche, en fait. Ces individus-là, il y a peu de chances de pouvoir te brancher sur leur conscience individuelle parce qu'elles n'ont aucun intérêt, en fait, à cette individualité, contrairement à l'humain. Donc, ça veut dire que dans le monde de l'invisible, quand ces êtres se désincarnent, ils rejoignent directement l'âme groupe, en fait. Et c'est comme, tu vois, en fait, c'est comme si ils refusionnaient avec l'âme groupe. Contrairement aux âmes humaines, elles ont beau partir dans un espace qui leur est dédié, elles restent individualisées, en fait. Sinon, on pourrait pas faire de contact défunt, on pourrait pas, tu vois, ce serait pas possible. Alors que les âmes animales qui sont vraiment très reliées au monde sauvage, elles rejoignent un groupe et en fait, elles fusionnent de façon à nourrir une mémoire collective et non pas une mémoire individuelle. Là où c'est différent, c'est pour les âmes animales qui, elles, ont plutôt tendance à s'incarner et à avoir ce lien fort avec les humains, c'est-à-dire plutôt dans les animaux de compagnie. Oh, mais un chat, aujourd'hui, peut très bien avoir été cheval sauvage, Mustang aux États-Unis, tout à fait, hein, avant la domestication de ce cheval. Donc, ils ont pu expérimenter d'autres choses. Mais il y a quand même des tendances. Tu vas avoir des âmes animales qui ont ce besoin d'être vraiment aux côtés de l'humain, en fait, et de coévoluer avec l'humain. Donc, ces consciences-là, par contre, elles vont effectivement avoir tendance à rester individuelles. Moi, quand je pratique la communication animale avec des animaux décédés, je ne me connecte pas à une âme groupe. Je tombe bien sur Jojo le chien ou Kiki le chat. Mais les animaux sauvages, c'est vraiment une entité qui fusionne en fait. Tout à l'heure, par rapport à nos actions que l'on pourrait faire par rapport à nos défunts, donc quand tu expliquais très justement, ne serait-ce que l'importance d'inverser le processus, d'être dans la souffrance du manque et en passant de l'autre côté, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour vous ou pour le défunt parti? Est-ce que en tant qu'humain de compagnie, je vais inverser les rôles, parce qu'on parle d'animaux de compagnie, en tant qu'humain de compagnie, Oui,
on peut avoir aussi ce regard sur l'animal qui cohabite avec nous, plutôt que ce soit lui qui soit pour nous apprendre quelque chose, nous aider à comprendre quelque chose, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas ce champ des possibles à leur apporter? Tu vois, une Bien sûr espèce que si, d'équilibre. bien sûr que si, et c'est le cas. C'est-à-dire que quand on chemine, quand on a la chance de pouvoir cheminer à côté d'un animal de compagnie, toute l'attention, tout le respect qu'on va lui amener, toute notre capacité à répondre à ses besoins en le respectant, pas justement en faisant un- un- une projection humaine, ça va énormément nourrir en fait cette âme. Ce qui fait que c'est pareil, elle va quelque part prendre de la puissance. Et ça va vraiment, ça va avoir des conséquences extrêmement positives hein, sur le cheminement de cette âme animale. C'est un système vraiment de coévolution. Il y a des âmes humaines dans cette vie-là qui sont programmées, dont c'est vraiment le contrat karmique, justement, de se mettre, pour le coup, au service des âmes animales. Bien sûr qu'il y a des âmes humaines dont c'est vraiment la mission dans cette vie-là, c'est pour le coup d'être au service du règne animal et des âmes animales. Bien évidemment que ça existe. Toute action, encore une fois, c'est une question d'amour. Tout l'amour qu'on donne aux animaux, je parle du véritable amour, hein, pas des projections vampirisantes, mais tout l'amour qu'on est capable d'avoir, de témoigner en fait à un animal, ça le nourrit profondément. Son âme, elle se nourrit de ça, et ce qui fait que bah, forcément, la quantité de lumière qu'elle est capable de rayonner et l'espace et ce qu'elle va ramener comme information dans la base de données de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec un animal qui subit de la maltraitance, qui est abandonné ou qui est négligé. Donc bien sûr que ça marche dans les deux sens. Et il y a des âmes humaines qui s'incarnent dans cette vie-là pour très vite se dédier à ça. Et lorsque le descendant, on va essayer de reprendre un petit peu l'échelle humaine, lorsque le descendant arrive en termes de sa vie incarnée sur Terre, et pourtant encore un animal de compagnie jeune, cette temporalité, on va dire, un peu inversée, et que bah, finalement le message que l'animal était venu l'aider à comprendre s'arrête en cours de route parce que le descendant ben, va partir avant l'animal. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a quand même une interprétation, une compréhension, bien sûr, en faisant la démarche, et par rapport aussi à l'animal qui va rester, qui va survivre? Très souvent, on voit des animaux, après le décès de leur humain, en souffrance émotionnelle également. Bien Donc, sûr. c'est dans ces cas-là, comment arriver à comprendre cet engrenage qui s'opère? Ben là, c'est intéressant parce que là, c'est un exemple qui montre que la finalité, c'est aussi qu'on est relié au grand tout. Parce qu'un animal qui vit le deuil de son humain, un humain qui décède, qui repart de l'autre côté, et qui laisse pour le coup l'animal endeuillé, ben cet animal, on va prendre dans le meilleur scénario, il va retrouver une famille. Mais il va forcément attirer à lui une famille qui elle-même a un deuil non terminé d'un humain. Et les deux vont collaborer. L'animal, lui, il vit le deuil de son précédent propriétaire et cette famille, elle vit un autre deuil. Et en fait, ils vont collaborer ensemble. Ils vont se compenser. Voilà. L'amour et l'attention que la nouvelle famille va donner à cet animal, ça va aider cet animal à se réparer de son deuil. Et la présence de cet animal avec son amour inconditionnel, ça va agir positivement sur cette famille et aider cette famille à faire son deuil. Chacun fait son deuil, mais côte à côte et ensemble en collaborant. Mais c'est deux deuils différents à faire. Mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours une collaboration. Un animal ne vit pas le deuil de son humain pour rien. C'est qu'il a besoin, lui, de le vivre, toujours en lien avec des sujets de dépendance affective aussi à travailler. Et encore une fois, par la loi d'attraction, quand il va revenir dans la vie d'un autre humain, bah, c'est une compétence quelque part qu'il va aussi pouvoir déployer et de part et d'autre.
Là, il y a une vraie collaboration. Quand une famille, une nouvelle famille accueille un animal qui est dans le deuil, la collaboration, elle est immense. Là, c'est le point, l'un des points culminants de la coévolution. Au même titre que d'accueillir un animal arrivant à terme en adoptant un animal âgé, aussi, c'est aussi cette conscience, cette Bien sûr, responsabilisation. bien évidemment. Je veux revenir sur, pour essayer d'être le plus rapide possible aussi, euh, je veux revenir quand même sur la loi d'attraction que tu énonces à plusieurs reprises. Est-ce que finalement, dans tout ça, l'idée, ça serait pas de faire attention à la manière dont on met en place, nous, les choses en les souhaitant, en les vivant, et de rappeler au quotidien cette conscience, cette attention que l'on peut avoir dans ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on veut vraiment, et garder vraiment cette idée. Bon, j'aime beaucoup ton questionnement en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous, voilà, pour vous qui n'êtes plus là, plutôt que Oui, d'attendre ce côté subir ou être dans la souffrance présente, quoi. oui. C'est ça qui est important. Mais en fait, cette question-là, elle est immense et elle est essentielle parce que tu vois, ce que tu dis, on peut l'appliquer à nos animaux. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir exactement cette attitude vis-à-vis de nos animaux. C'est plutôt que d'être dans je sens que tu vas m'apporter beaucoup, ou d'être qu'est-ce que moi je peux t'apporter en fait. Ça aussi, c'est une question extrêmement intéressante. Qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux t'apporter? Qu'est-ce que je peux t'apporter qui va faire que tu vas évoluer dans ton monde animal, dans ton plan de conscience? Donc c'est une vraie question, mais ça demande à avoir déjà beaucoup beaucoup cheminé. Parce qu'on est programmé. Le transgénérationnel nous montre qu'on est programmé finalement pour porter tout un tas de croyances, tout un tas de souffrances, tout un tas de dépendances. Donc quand on est dans la dépendance, quand on se tourne vers les autres, c'est rare qu'on n'ait pas une attente inconsciente. On peut aussi, tu vois, tomber dans le travers de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, mais avec, si je t'aide, toi, il faudra que tu m'aides aussi. Donc, quelque part, il y a une attente, tu vois. Donc, ça demande d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup, beaucoup cheminé. Ça Et demande à, puis, à et beaucoup de croyances limitantes. Et Et puis ça, aussi être dans cette conscience de réel, de don de soi aussi. Tu parles de bon, cheminement, ouais, tout un travail personnel, mais c'est ouais, ça aussi, c'est où oui, on en est dans le ici et maintenant pour être capable d'un don absolu de soi envers l'autre, qu'il soit animal ou oui, ascendant, et de pouvoir aussi équilibrer un peu ce lien. Encore une fois, chacun il prend ce qu'il souhaite, ce qu'il peut y prendre. L'idée, c'est pas non plus d'imposer un protocole à mettre en place. Mais ça, c'est important. En tout cas, je te remercie infiniment, Laetitia, merci à de toi. belles informations, comme à chaque fois. De toute façon, on aura, je crois, l'occasion de se retrouver sous format vidéo et Avec peut-être sous grand plaisir. d'autres formats, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de sujets à explorer. Je crois pour ma part que s'il ne devait rester qu'une phrase de tout cela pour un petit peu synthétiser tout ça, c'est ça, c'est de pouvoir prendre voilà, cet instant et se poser cette question, cette fameuse question que tu as soulevée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mes ancêtres, qu'est-ce que je peux faire pour mes animaux aussi, ça c'est important. Et ce côté un petit peu loi d'attraction, pas toujours dans le moi-je, mais aussi dans ce côté, Exactement. Ouais, c'est un petit peu mettez-moi dans mon quotidien les personnes à qui j'ai quelque chose à apporter et qui ont aussi quelque chose à m'apporter dans mon évolution matérielle, spirituelle et karmique. c'est Si on exactement veut ça. synthétiser. Bien, encore une fois, merci Laetitia. Merci, Daniel. Merci À, à toi. à très vite. À très vite. Merci. Au revoir.